Bonjour et bienvenue, je suis Justine Mandroux, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Nous avons prévu de vous présenter les dangers de l'été chez les enfants. Claire, bonjour, je te remercie d'avance pour ton intervention. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci à toi, Justine, d'avoir fait appel à moi pour ce webinaire. C'est toujours un grand bonheur de parler d'enfants et de pédiatrie. Donc moi, je suis le docteur Le Guenou, je suis pédiatre dans le Gard et ravie de pouvoir échanger avec vous sur les dangers de l'été. On va passer directement au vif du sujet. Alors, il y a un peu une discordance avec l'idée des dangers de l'été, je trouve, parce que finalement, cet été, nous, on voit plutôt le côté vacances, plutôt le côté cool, le côté il fait chaud, mais on vit dehors, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'accidents, en fait, l'été, puisque c'est une période qui est très particulière. C'est un moment où on vit dehors, et dans l'hiver, on a moins l'habitude de vivre dehors. Les enfants vont rencontrer des nouveaux lieux. Et ces nouveaux lieux ne sont pas forcément sécures pour eux. On a tendance, nous, parents, à relâcher un peu la pression et on va être confronté à des dangers auxquels on ne pense pas. Je pense par exemple à tout ce qui est habitat dans les locations. Chez nous, on a mis tout ce qu'il fallait pour protéger les bébés des prises de courant, pour protéger des angles, etc. Et puis on arrive dans ces locations qui sont beaucoup moins safe. Et ces dangers, on ne les voit pas forcément venir parce que c'est l'été et il y a 78% des Français, par exemple, qui pensent que le soleil, c'est bon pour la santé des adultes comme des enfants. Et donc, parfois, il y a un peu des faux amis dans ces dangers. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces principaux dangers, ce sont des dangers qui sont évitables et avec quelques gestes très simples, on peut mettre en place des mesures de prévention très efficaces. L'objectif du jour, c'est de vous donner des conseils pour pouvoir profiter de l'été en toute sécurité et pas du tout partir en se disant, mon Dieu, il va nous arriver que des catastrophes cet été. Alors, le premier danger, évidemment, c'est le soleil, qu'on va déclarer comme étant un faux ami, peut-être. Alors, pourquoi chez l'enfant, on regarde particulièrement les dangers du soleil? Parce qu'il est particulièrement vulnérable. Avec le soleil, on a deux types de dangers, deux types de risques. La chaleur et l'exposition aux radiations solaires. Pourquoi l'enfant est-il particulièrement vulnérable? Parce qu'il va réguler bien moins que nous, bien moins bien que nous, sa température corporelle. D'abord parce qu'un enfant, ça absorbe plus la chaleur du soleil que nous, adultes, parce qu'eux, ils sont tout le temps en mouvement. C'est rare qu'ils soient calmes, chill, dans leur lit. Ils sont tout le temps en mouvement. Et donc, cette activité va faire qu'ils vont produire beaucoup de chaleur. Et les enfants vont transpirer bien moins bien que nous. Deuxièmement, ils ont une déshydratation qui est beaucoup plus rapide. Leur corps est en grande partie constitué d'eau et en proportion, elle l'est plus que nous. Les enfants vont oublier de boire ou peuvent ne pas pouvoir dire qu'ils ont soif. Donc, ils sont extrêmement dépendants des sources extérieures à eux pour l'hydratation. Et puis, ils ont une immaturité rénale, c'est-à-dire que leur rein peut avoir tendance à moins garder l'eau quand ils commencent à se déshydrater. Troisième élément qui fait une spécificité pédiatrique et qui rend le soleil un peu faux ami des enfants, c'est que leur peau est beaucoup plus sensible aux radiations, on y reviendra. Alors, le premier risque du soleil, ça va être la déshydratation. Ça, à peu près tout le monde comprend, c'est le manque d'eau qui va avoir chez l'enfant des signes d'alerte un peu particuliers. Alors, tout le monde connaît la soif importante, ça on l'a aussi à l'âge adulte, la bouche sèche, la fatigue inhabituelle. Chez l'enfant, on pourra faire attention aux urines qui deviennent foncées ou qui deviennent très diminuées en termes de volume avec des couches qui deviennent sèches. Chez l'enfant aussi, l'absence de larmes est un bon critère. Un enfant qui ne peut plus avoir de larmes, c'est qu'il a plus d'eau à partager. Les yeux qui sont cernés, qui sont creux. Chez les tout petits bébés, vous avez au-dessus du crâne, là, ici, la fontanelle, qui est l'espace entre les os du crâne, qui normalement, en fait, est très légèrement déprimé, mais qui ne fait pas une espèce de cupule, en fait, concave, et qui, dans les cas de déshydratation, va commencer, en fait, à se déprimer très franchement. La température peut s'élever et puis chez les enfants plus grands, on peut avoir des maux de tête, des crampes musculaires. La fatigue peut aller jusqu'à la somnolence, puis jusqu'au malaise. Deuxième élément et risque du soleil quand on est un petit enfant, c'est l'insolation et le coup de chaleur.
Alors, vous avez dû entendre parler de ces deux notions qui sont en fait une espèce de continuité. C'est-à-dire que l'insolation et le coup de chaleur correspondent en fait à une augmentation de la température interne du corps après une exposition trop longue à une température trop élevée dans un endroit trop peu aéré. Ça, c'est le maximum, c'est le coup de chaleur. Quand on est au stade de l'insolation, c'est qu'il y a une exposition directe et prolongée en fait du soleil, tout particulièrement sur la tête et le cou. Et l'insolation va être due à l'effet combiné du rayonnement solaire et de la chaleur sur le corps. Alors, il y a certains mécanismes qui vont favoriser le risque d'insolation, à savoir certains médicaments qui peuvent être pris, comme les antidiurétiques, qui sont assez rares chez les enfants qui n'ont pas de problème particulier, mais qui peuvent arriver dès qu'ils ont un problème de rein, par exemple. La surcharge pondérale des enfants, le manque de sommeil, et puis tout ce qui est effort physique intense et prolongé en pleine chaleur va évidemment majorer ce risque d'insolation. Comment on se rend compte que l'enfant a une insolation? L'enfant va se plaindre de maux de tête. Il a souvent des douleurs, en fait, voire des raideurs au niveau de la nuque, ce qui fait très peur aux parents parce que ça leur fait penser à la méningite souvent. Ils ont une sensation de chaleur intense au niveau du visage qui devient rouge et chaud. Ils peuvent avoir des nausées, ils peuvent avoir des vomissements, ils peuvent avoir des vertiges. Souvent, la température pardon, du corps n'est pas très très élevée. Elle est à moins de 38,5, mais on est souvent à plus de 38 et donc on parlera de fébricule. Il y a une sensibilité qui est accrue au bruit et à la lumière, comme dans la migraine, puisque l'idée est la même. On a irrité, en fait, il y a une irritabilité du système nerveux central sur donc l'effet combiné du rayonnement solaire et de la chaleur. L'étape d'après, le coup de chaleur, qui est beaucoup plus grave, puisque là, pour le coup, c'est la température du corps qui s'emballe. Il faut que vous imaginiez, quand on a de la fièvre, en fait, c'est notre cerveau qui dit au corps, ah là là, je remarque qu'il y a, par exemple, un pathogène qui vient, et pour arriver à le détruire, je vais augmenter la température du corps. Dans le cas du coup de chaleur, le cerveau ne demande pas du tout au corps d'augmenter sa température. Il n'y a pas de production de température interne et donc pas de fièvre. Il y a ce qu'on appelle une hyperthermie. C'est le système qui rend chaude votre beefsteak quand vous le mettez sur la poêle. C'est-à-dire quand vous prenez un beefsteak, vous le mettez sur la poêle est chaude et ça va donc augmenter la température du steak, alors que le steak n'a pas du tout demandé à faire de la fièvre. D'accord? Et ben, le coup de chaleur, c'est ça. C'est-à-dire que l'enfant est mis en fait face au soleil et enfin sous le soleil, et en fait, il va absorber de la température. Souvent, les coups de chaleur arrivent chez l'enfant quand le lieu où il se trouve est très peu aéré. Donc, on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une actualité qui était dramatique. C'est le grand classique de la voiture, en fait, de l'enfant qu'on oublie dans la voiture et qui finit par un coup de chaleur. Mais on peut le retrouver aussi dans les pièces qui sont surchauffées l'été, lorsque elles sont mal aérées. On peut le retrouver aussi chez des enfants qu'on a laissés dans des tentes ou dans des caravanes qui étaient là aussi pas aérées. On va en reparler, mais il faut beaucoup se méfier des landaux et des poussettes pour lesquels on met un tissu qui va fermer en fait l'ouverture. L'idée étant de protéger du soleil, mais ça va bloquer aussi toutes les aérations et donc faire monter en fait la température corporelle de l'enfant. Dans ce système de coup de chaleur, il y a un échec en fait des mécanismes de thermorégulation, c'est-à-dire que notre corps normalement est fait de telle manière que quand la température monte, il va mettre en place plein de systèmes, notamment la transpiration, notamment la vasodilatation, pour permettre en fait au corps de rester à température ambiante. Mais ces systèmes sont immatures chez l'enfant et donc il va y avoir un coup de soleil avec un risque rapide de déshydratation. Dans le cadre du coup de soleil, il y a toujours de la température à plus de 38,5. Cette température peut être importante, l'hyperthermie peut être importante jusqu'à 40-41 degrés. La peau est rouge, sèche et chaude. Les enfants plus grands se plaignent de maux de tête, mais les petits vont pleurer en fait parce qu'ils auront des maux de tête dont ils ne pourront pas parler. On a facilement des nausées, des vomissements, voire de la diarrhée chez le petit enfant qui va aggraver en fait le système de l'hyperthermie. Apparaissent rapidement des crampes musculaires et puis les conséquences graves du coup de chaleur, des confusions, des vertiges. Il peut y avoir des troubles cardiovasculaires et ça peut aller jusqu'au décès de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on on remarque que son enfant a des symptômes d'insolation ou de coup de chaleur ou de déshydratation?
Pour les trois systèmes, c'est les mêmes critères qui sont à mettre en place. D'abord, on va l'accompagner à l'ombre, dans un endroit qui est aéré. S'il peut y avoir un peu de ventilation, c'est plutôt chouette. On va enlever tout ce qui est vêtements superflus. Le but du jeu, c'est vraiment de faire descendre la température du corps. On va rafraîchir ce corps, mais on va le faire progressivement. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre un enfant qui est à 40 ou même à 39 et le mettre dans une eau à 20 en disant bah, comme ça tu vas bien, bien refroidir. Le corps n'aime pas en fait les modifications brutales de température et donc ni dans un sens ni dans l'autre, ni pour se réchauffer ni pour se rafraîchir. On peut appliquer du froid sur la tête et sur la nuque. Là encore, toujours dans un linge, on en reparlera, mais il ne faut jamais appliquer de glace directement sur la peau d'un enfant comme d'un adulte parce que le risque, c'est de brûler en fait la peau par le froid. Il faudra réhydrater l'enfant, le mieux étant d'utiliser des solutions de réhydratation orale que vous trouvez en pharmacie, qui sont en vente libre. C'est des petits sachets qu'on met dans 200 millilitres d'eau et qui permettent d'apporter de l'eau, mais pas que, du sucre, du sel, du potassium, tout ce que l'enfant va perdre dans ses pertes, notamment de transpiration, d'urine. Voilà. Le SRO, il n'a pas un très bon goût, donc en fait, quand l'enfant commence à grandir, souvent il le refuse du fait du goût. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à donner un peu de jus de pomme, qui sera parfois mieux toléré. Mais chez le tout petit enfant, s'il veut pas de SRO, c'est qu'a priori, il n'est pas déshydraté, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Évidemment, on va demander à l'enfant de se reposer. Alors au début, c'est assez facile parce qu'ils sont fatigués. Et puis quand ils recommencent à aller bien, eh ben, ils voudraient retourner à l'activité, mais il faut vraiment les garder au repos le temps que le corps se remette. On peut administrer du Doliprane si besoin. Et évidemment, dans les cas les plus graves, il faut appeler les secours. Alors, on a vu le coup de chaleur, on verra pas le coup de foudre aujourd'hui, mais on peut parler du coup de soleil. Donc, le coup de soleil, c'est un joli mot pour dire brûlure, en fait. Ça veut dire que c'est une brûlure solaire, c'est-à-dire que le soleil est à l'origine de la brûlure de la peau. Elle peut toucher le corps, mais elle peut toucher aussi les yeux et elle peut être de degrés variables. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Dans le deuxième degré, le superficiel et le profond. Le petit bonhomme là que vous avez en photo, lui, il a un premier degré, c'est-à-dire que la peau est devenue rouge, d'accord? Le deuxième degré, c'est l'apparition des cloques en superficiel. En profond, souvent, ces cloques ont pété et c'est la peau sous-jacente est encore un peu rosée. Et puis le troisième degré, c'est vraiment brûlé de chez brûlé avec une peau qui est noire ou blanche, ce qui est plus rare, en tout cas dans les brûlures solaires. Alors, pourquoi on va faire attention particulièrement chez l'enfant au coup de soleil? Parce que sa peau est beaucoup plus sensible et donc lui, il est plus vulnérable. Pourquoi? Parce qu'elle est plus fine. Donc, elle va être plus sensible aux effets cancérigènes des UV. Et puis, ils ont un système pigmentaire, hein, vous savez, la mélatonine qui fait qu'on bronze l'été, qui est encore immature. Et donc, elle va pas très bien protéger en fait les cellules cutanées. On va parler tout au long de la vie d'un être humain de capital soleil, c'est-à-dire que c'est la quantité maximale d'exposition solaire qui va être tolérée tout au long de sa vie. Et ce capital soleil, eh ben, on s'aperçoit qu'il est beaucoup, 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 beaucoup déjà mangé en fait pendant l'enfance où on ne fait pas très attention. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à 18 ans avec 60 à 80% du capital soleil qui est souvent consommé. Ça veut dire que le reste de ta vie, bah, va falloir que tu fasses très, 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 très attention au soleil. Alors, de combien il est? Ben, ça dépend un peu de votre carnation. Chez les peaux claires, on est sur 50 000 heures et sur les peaux mates ou foncées, on est de 150 000 heures. L'objectif, en tout cas chez l'enfant, va être de limiter au maximum le risque de mélanome et de protéger leur vue, puisque je vous le disais, cette brûlure en fait de la peau, elle peut aussi concerner les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de coup de soleil, donc de brûlure de la peau? Bah, premièrement, évidemment, on éloigne de l'exposition solaire, on se met à l'ombre ou à l'intérieur et on va porter des vêtements légers et couvrants. On va refroidir la peau en appliquant de l'eau tempérée, mais pas froide, sur la peau. Et l'idée, c'est que, et c'est le cas pour toutes les brûlures, même si elles ne sont pas solaires, l'idée, c'est que c'est pas je passe ma main sous l'eau et c'est fini. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 10 minutes et idéalement 20 minutes avec une eau tempérée qui ne va pas arriver directement sur la zone de brûlure, mais plutôt un peu en amont et elle va ruisseler en fait le long de la zone brûlée. On va faire attention à l'hydratation. Pour ça, il faut boire abondamment de l'eau pour réhydrater la peau et le corps, appliquer une crème hydratante. Si la douleur est intense, on peut donner du paracétamol.
L'enfant va devoir se mettre au repos. Il ne va pas falloir gratter la peau brûlée. S'il y a des cloques qui apparaissent, qui signent donc le passage du premier degré au deuxième degré, il ne faut pas les percer parce qu'en les perçant, on majore en fait le risque infectieux de ces cloques. Donc les laisser à l'air. Et en plus, les cloques, elles permettent quand même une cicatrisation plus rapide. Dans les suites du coup de soleil, alors vous allez voir que ça fait déjà partie des éléments de prévention, mais on va le faire, on va le mettre en place évidemment si jamais il y a eu un coup de soleil. Une crème solaire minimum SPF 50 lors de toutes les prochaines expositions pour protéger cette peau qui a été abîmée. Si la brûlure est sévère, c'est-à-dire qu'on est à plus de 10% de la surface du corps, si on a du deuxième degré profond, donc avec des cloques qui ont explosé, si les cloques sont importantes, plus de 3 cm sur 3, s'il y a des signes généraux qui apparaissent, si on a de la fièvre, si on a des frissons, si on a des vertiges, ou si on a des signes de surinfection qui se mettent en place, évidemment, il faudra voir le médecin. En termes de prévention, on va devoir voir tous ces éléments pour parler de la prévention de l'exposition solaire qui va nous permettre d'éliminer les problèmes de déshydratation, d'insolation, de coups de chaleur et de coups de soleil. Donc, la première étant le timing. On évite les sorties et les déplacements entre 12 et 16 heures. Et tout ce qui est exposition solaire, de 0 à 6 mois, c'est zéro exposition solaire. À partir de 6 mois, on dit pas d'exposition entre 10 et 16 heures. Deuxième élément, l'habillage. Il va falloir habiller l'enfant de vêtements couvrants, de vêtements légers, ample, à mailles serrées, parce qu'il ne faut pas que les rayonnements puissent passer à travers, mais toutefois respirants. Donc bien choisir en fait la qualité du tissu. Mettre un chapeau à bord large, c'est beaucoup mieux que les casquettes parce que ça permet de protéger les oreilles, de protéger la nuque et de protéger en fait l'avant du visage. On va mettre des lunettes de soleil. Je vais vous parler de la protection en fait des yeux. Il faut des montures qui soient adaptées à l'enfant et toutes les têtes n'ont pas la même faculté en fait à tolérer les mêmes lunettes. Donc les opticiens peuvent quand même nous aider de ce point de vue-là. Il faut des verres résistants. On est avec l'enfant. Si vous achetez des verres qui sont jolis mais qui cassent tout le temps, il les aura jamais sur le nez parce qu'elles sont toujours en réparation. Il faut absolument qu'elles répondent aux normes CE et catégorie 3 ou 4 maximum. Je fais un petit laïus pour dire que le 12 août, il va y avoir une éclipse solaire cette année et que donc il faut penser à équiper en fait les enfants de lunettes de soleil adaptées pour éviter qu'ils ne se brûlent les yeux parce que souvent on y pense pour les adultes et parfois on oublie pour les tout petits. Les habits anti-UV sont une bonne alternative. Ils doivent se changer tous les ans puisque au bout d'un an, en fait, leur capacité de gestion des UV est bien moins bonne. Il faut faire attention à toutes les situations de portage pour les petits enfants, puisqu'évidemment, ça fait monter la température corporelle. Donc, utiliser des aides au portage, donc des écharpes, des slings les plus légères possibles et adapter l'habillage de votre enfant et le vôtre à cette situation un peu de promiscuité. Troisième élément, on se met à l'ombre. Et il y a ombre et ombre. Le plus sûr en termes d'ombre, c'est l'ombre d'un bâtiment. Dès qu'on commence à parler feuillage, il va falloir se méfier parce qu'évidemment, entre les feuilles, eh bien, il va passer des rayonnements UV. Il va falloir faire attention aussi à la réverbération. Je parle par exemple, on est au bord de la piscine ou à la mer, il y a un parasol pour éviter en fait l'exposition directe du soleil sur la peau, mais il faut penser que les rayonnements solaires vont aller sur le sable, vont aller sur l'eau et vont être réfléchis pour revenir en fait vers le visage de l'enfant. Donc toutes les surfaces claires, l'eau et le sable sont à risque de réverbération. Si vous utilisez une tente anti-UV, si vous utilisez un parasol anti-UV, il faut vérifier leurs normes, là aussi normes CE, et il faut vérifier dessus et noter leur indice de protection. Et comme la crème solaire, il faudra choisir un indice de protection 50 pour être sûr de protéger l'enfant efficacement contre UVB et UVA. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, il va falloir faire très attention à la circulation de l'air. Il ne faut pas qu'il y ait un tissu qui vienne empêcher en fait la circulation de l'air et donc faire artificiellement monter encore plus la température.
Et donc, je vais vous montrer ce dessin. Il y a eu des tas d'études qui ont été regardées sur les poussettes. Alors, vous en avez avec ventilateur, sans ventilateur, etc. Mais celle-là, elle illustre bien le propos, mon propos. Si vous prenez une poussette, que vous mettez un lange sur le dessus, je pense que vous devez voir ma petite flèche. Si vous mettez un lange sur le dessus comme ça, l'air peut traverser et donc la température à l'intérieur du landau ne monte pas. Si maintenant on a quelque chose qui est au contraire fermé, la température va monter de plus 7 degrés et donc avec un risque majoré et de déshydratation et de coup de chaleur. Le système pour les tentes est le même, hein. C'est-à-dire que si vous avez une tente comment je pourrais vous dire, aérée ici, là, eh ben, l'air va circuler. Si vous avez une tente qui est toute fermée de tous les côtés, vous protégez des rayonnements UV, mais vous augmentez la température ambiante en fait, de votre enfant et sa température corporelle le plus souvent. Le gros chantier de la crème solaire, je vous ai remis ici les différents acronymes que vous pouvez voir en fait sur les crèmes solaires qui veulent dire à peu près la même chose. Le plus souvent, on voit quand même le SPF. Donc pour la crème solaire, il faut que vous ayez une crème solaire qui soit efficace. Efficace, ça veut dire un indice SPF 50 ou 50 plus. Il faut qu'il soit actif contre les UVA qui vont être responsables du vieillissement cutané, des rides, des taches pigmentaires, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des UVB qui sont responsables des coups de soleil et à terme des mélanomes. Deuxièmement, il faut une crème qui soit adaptée à l'enfant. On va privilégier les gammes Dermopediatrics. Il faut éviter tout ce qui est kids, bébé, enfant qui n'a aucune valeur scientifique. Vous pouvez vérifier qu'il y a la mention dermosensitive qui est plutôt bien adaptée aux peaux des bébés. Et comme ce sont des enfants que souvent il y a des allers-retours entre l'eau, la plage, l'idée qu'ils soient résistants à l'eau, c'est pas terrible, terrible pour la barrière de corail, mais c'est quand même mieux pour les enfants. Troisièmement, il faut que ce soit une crème solaire qui soit sécurisée et c'est pour ça que moi j'ai tendance à vous dire de préférer les filtres minéraux, dioxyde de titane ou dioxyde de zinc, plutôt que les filtres chimiques dont certains ont été vraiment épinglés comme perturbateurs endocriniens, cancérigènes, etc. Et d'autres font l'objet d'études. Si vous prenez une crème bio, il faut que vous recherchiez la présence d'un label EcoCert Cosmebio qui vous permet de garantir un peu mieux en fait l'innocuité des produits chimiques qui sont à l'intérieur. On peut se faire aider des applications comme INSI Beauté ou Yuka qui vont vous permettre d'éliminer toutes les crèmes où il y a des perturbateurs endocriniens, des cancérigènes, des irritants, éviter tous les allergènes. Un élément que vous devez retirer aussi des crèmes solaires, c'est tout ce qui est dioxyde de titane nano. Le nano étant donc des nanoparticules qui vont beaucoup plus facilement pouvoir pénétrer la peau, voire pénétrer les voies respiratoires de l'enfant et qui donc ne sont pas du tout conseillés pour l'instant. De toute façon, quelle que soit votre crème, vous évitez les sprays puisque les crèmes ont souvent été testées sur la peau, mais elles n'ont pas été testées dans l'inhalation. Or, dès que vous faites un spray de quelque cosmétique que ce soit, vous avez une partie du produit en fait qui va être en fait dans l'air et que donc vous pouvez inhaler. Si jamais vous avez déjà acheté votre crème solaire et qu'elle est en spray, c'est pas très très grave cet été. Vous faites le spray à distance de l'enfant sur votre main en bas en fait, de manière à ce que bah, il y ait le moins possible de produits en fait dans l'air que respire votre enfant. Ensuite, chaque crème solaire a un peu son mode d'emploi et donc il va falloir respecter les consignes. De manière générale, il faut appliquer sur toutes les zones. Il faut évidemment penser aux zones qu'on oublie, qui sont les oreilles, qui sont la nuque, le dessus des pieds, la racine des cheveux, et puis tout ce qui est aussi à la limite du maillot de bain. C'est-à-dire que souvent on fait autour du maillot de bain, mais il suffit que l'enfant bouge un peu pour que bah, il y ait quelques centimètres de peau qui ne soient pas couverts en fait par le maillot de bain. Donc pensez à vraiment aller plus loin que la limite du maillot de bain. Il faut réappliquer après les baignades, notamment si vous avez pris quelque chose qui n'est pas résistant à l'eau. Et les crèmes s'appliquent sur peau sèche, pas sur peau humide. Et une crème solaire se change tous les ans, puisqu'une crème solaire qui a été exposée à la chaleur d'un été va créer en son sein des ponts époxy. Et ces ponts époxy, même si vous avez pris la gamme la plus super, 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 ces ponts époxy deviennent cancérigènes. Et donc, on change de crème solaire, même si on n'a pas fini le flacon tous les ans.
Ensuite, pour se protéger de la chaleur, donc on a vu qu'il fallait faire attention au timing, faire attention à l'habillage, faire attention de se mettre en lampe, possiblement utiliser une crème solaire. Il y a l'idée de se rafraîchir. Alors, on peut utiliser des brumisateurs, visage et nuque. Les enfants doivent se baigner régulièrement. Pour les tout petits, on pourra faire des bains tièdes réguliers, entre 32 et 34 degrés. Et évidemment, on ne fait pas d'activité physique aux heures les plus chaudes. Ce n'est pas le moment d'aller faire du vélo ou d'aller taper dans le ballon. On va s'hydrater régulièrement. Alors, comment on hydrate un enfant? Chez un bébé qui est au sein, l'allaitement doit être à la demande. Il n'y a rien à faire de plus. Votre bébé va au sein, dès qu'il a soif, il va réclamer et dès que vous lui proposez, il va s'hydrater en même temps qu'il se nourrit. Donc, allaitement à la demande pour les bébés au sein. Pour les bébés qui sont au biberon, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez augmenter un peu les volumes de votre biberon si votre bébé le tolère, s'il le veut bien. Ou alors, ou d'ailleurs, vous pouvez proposer un peu d'eau entre deux biberons. L'idée est quand même de ne pas remplacer en fait son alimentation qui est encore beaucoup hydrique mais lactée par une hydratation qui ne serait que de l'eau. Donc les biberons, pas plus de 30 millilitres et vraiment entre deux, entre deux. Pour l'enfant plus grand, il faut proposer très régulièrement à boire de l'eau et lui rappeler de boire parce que parfois il peut être pris dans ses activités et ne plus y penser. On ne donne pas de soda, pas de café, pas d'alcool parce que ça déshydrate. Adapter son alimentation, c'est aussi un point très important des choses à faire de l'été. Il va falloir favoriser les aliments qui sont riches en eau. Il faut chez l'enfant toujours avoir l'idée qu'il faut conserver les féculents. On a tendance à vouloir après leur faire manger que des légumes, mais eux, ils ont besoin d'énergie pour leur activité, pour leur croissance. Diminuer les viandes grasses, augmenter l'œuf et les poissons blancs sans problème, et vous pouvez donner des yaourts quasiment à volonté. Attention, le fait de manger glacé va paradoxalement faire augmenter la température corporelle, puisque en fait, il va falloir que le corps remette cette alimentation glacée à bonne température. Dans la maison, on essaie de ne pas faire rentrer l'air chaud, donc on ferme les volets, les rideaux, les stores, on ferme les fenêtres au moment les plus chauds. Quand les températures baissent, on aère au maximum et on essaie de limiter l'utilisation des appareils qui dégagent de la chaleur, les fours, les sèche-cheveux, les, les lisseurs, etc. L'idée du climatiseur, le climatiseur permet de rafraîchir l'air. D'un point de vue, je ne parle pas d'un point de vue écologique, ça on pourra en discuter, mais d'un point de vue purement de confort, ça peut être un bon moyen de maintenir en fait une température euh, plus basse en fait pour les enfants qui sont plus vulnérables. Le risque des climatiseurs, essentiellement, c'est les écarts de température, c'est-à-dire s'il fait 40 degrés dehors et qui fait 20 à l'intérieur de la maison et qu'on n'arrête pas de passer de 20 à 40, le corps n'est pas fait pour supporter ces écarts de température. Donc il faut que quand vous savez que vous allez sortir, vous arrêtiez le climatiseur de manière à ce que progressivement dans la demi-heure et l'heure qui précède, la température revienne à bon niveau et qu'après vous puissiez sortir tranquillement. Il faut faire très attention aux voitures où on rentre, il fait 40 degrés, on met climatisation majeure pour aller très très vite et pour passer à 16 degrés. Et là, c'est pas bon non plus. Les recommandations disent que normalement, il faudrait un écart de 10 degrés maximum, dans les dernières études, entre la température extérieure et la température climatisée. Le flux d'air froid ne doit pas être axé sur l'enfant. Il faut veiller à l'entretien en fait des climatisations, puisqu'il peut y avoir des poussières et des légionnelles qui se mettent là. Donc, tous les ans, faire vérifier son climatiseur. Il faut adapter les vêtements à la température réelle. Le ventilateur est une alternative au climatiseur. Il ne rafraîchira pas l'air, mais il va faire circuler l'air. Donc, il faut le mettre près d'une source d'aération, fenêtre et porte. On peut mettre un linge humide dessus et il faut évidemment le placer hors de portée des jeunes enfants, même si maintenant il y a des grilles de protection pour éviter les accidents. Dernier focus pour le soleil, dans la voiture, on ne laisse jamais un enfant endormi dans une voiture. Ça part toujours d'un bon sentiment, on ne voulait pas le réveiller, on pensait que ça ne durait pas longtemps. Mais même à l'ombre, le soleil finit par tourner et l'enfant se retrouve au soleil souvent. Et puis même si les fenêtres sont entrouvertes, ce n'est pas suffisant pour qu'il y ait une bonne aération et vous allez augmenter votre température. Pensez au pare-soleil. La climatisation est possible, mais là encore, on fait attention aux écarts de température. Lors des longs trajets, on fait des pauses TT régulières. D'abord, vous en avez besoin en tant que conducteur pour maintenir votre concentration, donc toutes les 2 heures. Et puis, ça permet toutes les 2 heures de faire boire l'enfant. On va lui proposer dans la voiture à boire régulièrement. On peut brumiser le visage et le cou. On évite les jours de chassé croisé où ça va être encore plus long, encore plus difficile. On préfère les heures fraîches.
Et les sièges à coque sont obligatoires lorsque l'on conduit, mais ils sont à limiter chez les autres enfants pour des tas de questions de déformation un peu du crâne, mais aussi parce qu'ils font monter en fait la température corporelle. N'hésitez pas à mettre un linge en coton, en fait un tissu bien respirant sur le siège. Pour ce qui est de notre deuxième risque de l'été, la baignade. Alors j'ai mis la baignade pas que du loisir. En tout cas pour celui qui surveille, l'adulte, c'est pas du tout du loisir en fait. Il va lui demander une grande concentration. Il y a à peu près 1500 noyades par an en France. 22% des victimes ont moins de 6 ans. Ça se présente toujours de la même manière. L'enfant, au départ, quand il est immergé, va fermer en fait ses voies aériennes supérieures. Et puis à un moment donné, il perd connaissance. Et là, il y a une ouverture réflexe avec la pénétration d'eau dans le poumon, l'arrêt des transferts gazeux, le manque d'oxygène, l'arrêt cardiaque et puis le décès. Alors, il y a l'histoire de la noyade sèche. Scientifiquement, c'est très très décrié. On n'est pas du tout sûr que ça existe. Par contre, il existe vraiment des noyades humides. Donc, retenez une noyade humide si jamais vous ne devez n'en retenir qu'une. L'idée des noyades sèches, c'est plutôt des enfants qui avaient un peu bu la tasse et qui ont eu dans les jours qui ont suivi un autre problème qui n'avait rien à voir avec la noyade et qui a créé en fait des soucis. En tout cas, chez un enfant qui a bu la tasse, qu'est-ce qui doit vous alerter? S'il est très fatigué, s'il n'arrête pas de vomir, s'il a des troubles respiratoires avec de la toux, un essoufflement des lèvres bleutées, ou s'il commence à avoir de la fièvre, il peut y avoir des signes d'hypoxie, mais il peut y avoir aussi des signes d'infection, puisque en fait, quand l'eau arrive dans son poumon, elle n'est pas stérile et donc il peut y avoir de vraies infections. Que faire en cas de noyade? On alerte les secours, 112 et le 18. On ne se met pas en danger, c'est-à-dire que si quelqu'un se noie et que la mer est démontée, vous ne pourrez pas ramener l'enfant ou ramener l'adulte. Alors quand c'est son enfant, je pense que c'est illusoire de croire qu'on n'y va pas. Mais ceci étant dit, il faut de bonnes capacités dans des conditions extrêmes de l'eau. Si on le peut, on sort l'enfant de l'eau, on vérifie s'il respire, on libère ses voies aériennes respiratoires, on le positionne demi-assis s'il respire ou en position latérale de sécurité s'il a des troubles de la conscience. On le réchauffe pour lutter un peu contre l'hypothermie. S'il y a un arrêt cardio-respiratoire et que vous savez faire une réanimation cardio-pulmonaire, vous pouvez attaquer. On ne fait pas vomir un enfant parce que si c'est pas si en fait l'eau était dans le poumon et qu'on le fait vomir et que après pardon, si l'eau était dans l'estomac et qu'on le fait vomir et que l'eau après va les poumons, on n'a rien gagné. On ne le fait pas manger, on ne le fait pas boire et on ne le suspend pas par les pieds pour lui faire sortir de l'eau. On l'allonge. En prévention, il faut familiariser l'enfant avec l'eau très tôt et apprendre à nager très tôt. Il faut le surveiller constamment. Comment on le surveille constamment? Il faut un seul adulte désigné pour surveiller. Si tout le monde surveille, personne surveille. Et il faut alterner parce que sinon le pauvre, il a sa soirée pourrie et il n'a plus envie de le faire au bout de 20 minutes. Il faut que cet adulte qui surveille, il fasse pas d'autres activités. Il regarde pas son téléphone, il fait pas bronzette, il lit pas un magazine et il s'occupe pas du barbecue. Le mieux, c'est qu'il puisse se baigner avec les enfants pour être tout de suite là si jamais il y a un problème. Il ne faut pas qu'il boive d'alcool, qui pourrait diminuer sa vigilance et ses réflexes. Il faut qu'il ait un bon niveau de natation. Si on met quelqu'un qui ne sait pas nager pour surveiller les enfants, si elle s'aperçoit qu'il y a un problème, ça va compliquer beaucoup la mise en place de la surveillance et de la récupération de l'enfant. Et s'il est formé aux gestes de premier secours, c'est super. Il faut équiper les enfants avec des bons matériels de flottaison, avec norme CE ou norme NF. On privilégiera les brassards et les gilets, mais on ne mettra pas en place des bouées qui sont, pour l'enfant peut tomber en fait à travers et donc c'est pas suffisamment sécurisé. C'est vous qui fixez les règles de sécurité. Quand est-ce qu'il a le droit d'y aller? Quand est-ce qu'il n'a pas le droit? Et il faut absolument tenir ces règles de sécurité. Il faut installer des systèmes de protection autour des piscines. Et encore une fois, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas le vôtre, vérifiez que les systèmes de protection fonctionnent. Il faut privilégier les places surveillées et respecter en fait les consignes. Et moi, je dis toujours, il faut s'inquiéter quand ça devient trop calme, quand tout d'un coup, il y a du silence, parce que des enfants autour d'une piscine ou à la plage, ça fait du bruit. Alors, un risque de l'été, hormis la noyade avec l'eau, ça va être l'hydrocution. Là aussi, c'est une entité qui est un peu controversée. L'idée, c'est que c'est un malaise qui est provoqué par un froid trop brutal, c'est-à-dire que le corps était en plein cagnasse,
il a beaucoup monté en termes de chaleur et tout d'un coup, on le met dans l'eau froide. Et cette exposition, en fait, prolongée au soleil ou après un effort physique intense, va créer en fait un malaise et ce malaise peut être à l'origine de la noyade. Pour prévenir ça, il faut entrer progressivement dans l'eau et il faut se mouiller la nuque et le thorax et éviter en fait toutes les situations où on a fait monter la température corporelle et puis les plongeons d'un coup dans l'eau. L'idée de ne pas se baigner dans les 2 heures qui suivent les repas n'a jamais été vraiment prouvée scientifiquement. L'idée, c'était de dire que quand on mange, en fait, après, il y a un peu d'augmentation de notre température corporelle et que ça peut majorer ça. Bon, vous pouvez le dire à vos enfants si vous voulez qu'ils fassent la sieste et être un peu tranquille après, mais en vrai, je crois que ça a pas beaucoup de sens scientifique. Au niveau des insectes et autres bébêtes aquatiques, les hyménoptères, donc abeilles, guêpes, frelons, bourdons, 37% des piqûres par les hyménoptères sont faites par des guêpes, mais les piqûres les plus graves sont dues aux frelons européens et maintenant asiatiques. En prévention, je suis sûre que vous savez, mais évidemment, on retire les nids en fait près des habitations. On porte des vêtements couvrants plutôt de couleur claire. On va éviter tout ce qui est parfum, crème solaire odorante. On va éviter, pardon, de rester près des plantes qui ont des fruits, près des restes de nourriture, en fait, les corbeilles de fruits. On va éviter de laisser de la nourriture à l'air libre, mais on va bien les stocker dans des ordures et on va fermer les sacs à ordures. Éviter de marcher pieds nus ou en sandales dans la nature à côté des points d'eau où elles viennent en fait s'abreuver. Et dès qu'on en voit une, éviter des mouvements en fait très brusques qui vont les énerver. Il faut essayer de rester le plus calme possible. Il faut faire attention à la présence de guêpes lorsque l'on mange pour éviter de se faire piquer en fait les muqueuses à l'intérieur. Le grand classique, c'est la bouteille de coca, ou enfin la canette de coca ou de soda, dans lequel la guêpe est rentrée pour s'abreuver, pour manger du sucre. Et nous, on ne voit pas la guêpe et on boit, on avale la guêpe qui nous pique à l'intérieur. Si jamais on est en voiture, il faut vraiment s'arrêter calmement et ouvrir. Il faut se rappeler que les abeilles ne piquent que si elles se sentent agressées. Et elles en meurent d'ailleurs. Donc, surtout ne pas s'énerver. Les situations d'urgence, c'est les piqûres dans la bourge, dans la gorge, avec des difficultés respiratoires. Vous pouvez donner un suçon à glacer pour essayer de limiter un peu l'œdème et, euh, et vous appelez le 15. S'il y a des piqûres multiples, chez l'adulte, c'est plus de 20 piqûres. Chez l'enfant, c'est des 4-5 piqûres concomitantes. Il y a un risque en fait toxique. Et puis, vous avez tous les risques d'allergie qui vont vous donner des signes généraux. C'est pas du tout une question d'éruption locale ou loco-régionale. C'est vraiment si vous commencez à avoir des signes généraux, des difficultés à respirer, des gonflements des muqueuses qui vont faire que vous allez avoir une obstruction, un malaise, une pâleur, un étourdissement, une éruption cutanée de type urticaire. Dans ce cas-là, il faut mettre la personne en PLS et appeler le 15. En cas de piqûre, immédiatement, c'est chouette de pouvoir repérer l'insecte parce que ça va vous aiguiller un peu si jamais il y a une réaction un peu grave pour savoir quel est l'insecte qui est en cause. On retire le dard s'il y a une abeille. Vous n'utilisez pas une pince à épiler parce que sinon vous allez appuyer sur le petit sac en fait de venin. Et donc il vaut mieux utiliser une petite carte, carte bancaire ou une carte postale pour vous mettre en parallèle de la peau et essayer de la retirer comme ça. On évite, on note pardon, tout ce qui est bague et bracelet en aval de la piqûre puisqu'il va y avoir un œdème et qu'après en fait elle risque de faire une striction en fait, de trop serrer la peau et de gêner en fait la bonne vascularisation du membre. On se met au repos pendant au moins 30 minutes après une piqûre, on lave à l'eau au savon, on désinfecte, on peut appliquer de la glace toujours enveloppée dans du tissu pour éviter de brûler la peau, donner du paracétamol si on a mal. Chez les enfants, le problème n'est pas fréquent, mais chez les adultes, pensez à vérifier votre vaccination antitétanique. Dans les 24 heures, on peut administrer, si jamais la piqûre donne des symptômes, une petite pommade antihistaminique si elle démange ou si ça fait mal. Et après 24 heures, si vraiment vous avez des signes presque infectieux, c'est très rouge, très enflé, très douloureux, vous pouvez consulter le médecin pour qu'il adapte en fait la prise en charge. Les moustiques, ils sont attirés par la chaleur et l'odeur du corps humain, mais aussi par certains parfums. Quand on parle des piqûres de moustiques, il faut voir qu'est-ce qui se passe en métropole et quels sont les risques quand on est dans des zones tropicales, par exemple, où là, la balance bénéfice-risque n'est pas du tout la même. C'est pas juste j'ai des petits boutons qui me gratouillent, c'est pas très joli esthétiquement. Là, il y a vraiment le risque de paludisme, de chikungunya, de Zika, de dengue. Et donc, évidemment qu'on va être beaucoup plus, on va tolérer de prendre plus de risques
pour ne pas se faire piquer lorsqu'on va être dans les zones à risque de transmission infectieuse. En prévention, évidemment, on élimine toutes les zones d'eau stagnante, donc on vide les coupelles, les sous-pots, on veille au bon écoulement des gouttières et on va couvrir les réservoirs d'eau, soit avec un voile ou un tissu, soit même en mettant une fine pellicule d'huile sur le dessus de l'eau qui va faire que les moustiques ne vont pas venir pondre et donc se développer. Pour la prévention des moustiques, on va avoir tout ce qui est protection physique. C'est le plus important chez l'enfant. Il faut habiller avec des vêtements couvrants, larges, amples. C'est la même chose que pour la protection solaire. On peut installer des moustiquaires sur le berceau, sur la poussette, sur les fenêtres. On peut utiliser un ventilateur puisque le brassage de l'air va faire que les moustiques ne vont pas venir vers l'enfant. Selon l'âge, et là encore, il n'y a aucun répulsif qui est 100% safe. Donc, on n'en parle pas du tout avant 6 mois. Entre 6 et 30 mois, on peut avoir des recommandations qui sont données, mais qui sont à mettre en balance avec le bénéfice et le risque. Donc, encore une fois, quand on est en métropole, on n'a pas beaucoup de risques et donc il faut limiter le plus possible l'exposition aux produits chimiques. Donc, on suit les notices, on le met vraiment que sur les zones découvertes. Ça ne sert à rien d'en badigeonner partout. On va éviter le visage, les mains que l'enfant va pouvoir mettre en bouche. On va éviter tout ce qui est peau lésée, blessée, irritée. Éviter les sprays pour la même raison que ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand vous faites un spray, vous allez avoir des particules dans l'air que votre enfant va respirer. Si jamais on doit appliquer et la crème solaire et la crème anti-moustique, on applique d'abord la crème solaire, on attend 20 minutes et après on met le répulsif. Il faut réappliquer après la baignade, mais vous avez un nombre maximal d'applications quotidiennes dans la notice de votre crème qui dépend de l'âge de l'enfant et du produit répulsif utilisé. Et puis, dès que vous avez plus besoin de ce répulsif, il faut laver l'enfant pour éliminer en fait les produits qui sont sur sa peau. Les huiles essentielles, les bracelets anti-insectes, les appareils à UV, les papiers collants non insecticides, la vitamine B1, l'homéopathie sont pas ou peu efficaces et donc ils ne sont pas recommandés en prévention. Vous pouvez discuter d'autres mesures d'appoint. On a parlé de la ventilation et de la climatisation. À l'extérieur, les spirales, les serpentins et les bombes insecticides peuvent avoir une efficacité, mais là encore, votre enfant va respirer en fait des produits chimiques qui ne sont pas safe en tant que tels. Et tout ce qui est diffuseur électrique, ce n'est pas recommandé non plus pour les très jeunes enfants. Si jamais il y en a un dans la pièce où il doit dormir, il faut penser à l'enlever 2 heures avant son couchage. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas de piqûre de moustique? Donc là aussi, on lave à l'eau, au savon. Vous avez des soins lavants un peu apaisants, assainissants comme le Dermalibour ou le Cicaplast. Vous pouvez appliquer un peu des glaçons, toujours entourés dans un tissu pour diminuer en fait l'inflammation. C'est possible d'utiliser des aides un peu à la cicatrisation. L'aloe vera dans des crèmes bio contrôlées où il n'y a que de l'aloe vera peut être une aide. Sinon, vous avez des crèmes comme Cicalfate, Dermalibour ou Cicaplast. Si la réaction devient importante, se surinfecte, évidemment, il y a une consultation médicale. On ne parlera d'allergie à la piqûre de moustique, qui est assez rare quand même, que lorsqu'on a une réaction générale à la piqûre de moustique. C'est-à-dire que même si c'est local ou loco-régional, c'est-à-dire qu'il se fait piquer sur la main, mais moi j'ai quelque chose qui prend la main et le bras, on ne parlera pas forcément d'allergie, on parlera d'une hypersensibilité. Les méduses et les physalies, elles sont de plus en plus nombreuses parce qu'on a de moins en moins de prédateurs. La sardine et le hareng, en fait, sont beaucoup pêchés et donc ils ne mangent plus assez leurs œufs. Et puis, la hausse de température fait que bah, les eaux deviennent de plus en plus propices en fait, à leur reproduction. Les méduses de notre côte, qu'elles soient méditerranéennes ou océaniques, ne sont pas mortelles, mais ça donne une impression de décharge électrique. Puis il y a une sensation de gros grattage et puis de brûlure en fait, qui est extrêmement désagréable, qui est très douloureuse. La cicatrisation se fait en général, mais elle peut prendre plusieurs mois, voire une année. Alors, en prévention, il faut être attentif aux signaux d'avertissement sur les plages. Il faut éviter les baignades dans les zones qui sont infestées. S'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à porter une combinaison ou des chaussures de plage. Je vous ai mis le drapeau violet comme ça sur la plage. Ça veut dire qu'il y a un risque relatif en fait à la faune et la flore marine. Parfois, quand il y a des méduses, au milieu du petit drapeau violet, vous avez une silhouette en fait de méduse blanche, mais pas toujours.
Et évidemment, rester dans les zones de baignade surveillées qui va vous permettre de pouvoir limiter le plus possible l'arrivée des méduses. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une méduse ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En tout cas, on sort de l'eau, on rince abondamment l'eau, mais avec de l'eau de mer, pas trop froide, un peu tiède, c'est pas mal, et il ne faut pas frotter. Et souvent, il reste en fait des tentacules en fait sur la peau de l'enfant. Et donc, si vous frottez vous avec la main, vous allez vous-même vous piquer en fait avec la méduse, et puis vous allez augmenter en fait les piqûres de la méduse sur la peau de votre enfant. Pour ôter les fragments de la tentacule collée à la peau, là encore, vous utilisez, alors pour le coup, vous pouvez utiliser la pince à épiler parce qu'il n'y a pas il y a pas de sac qui risque de se vider, ou alors une carte bancaire que vous mettez donc de manière parallèle à la peau et vous allez racler pour enlever en fait les piqûres. Vous pouvez utiliser du sable un peu tiède que vous mettez pareil et qui va vous permettre de décoller en fait les tentacules de la peau et vous grattez en fait avec la carte. Il faut rincer plusieurs fois à l'eau de mer et attention, pas à l'eau douce. Si vous utilisez de l'eau douce, en fait, le venin va se libérer encore plus. On peut désinfecter avec un antiseptique, appliquer une pommade anti-inflammatoire. N'hésitez pas à avertir le poste de secours pour qu'il puisse avertir les autres baigneurs. Euh, on met une protection solaire dans le mois obligatoire qui suit en fait la brûlure de cette peau. Et s'il y a des signes généraux, on appelle le 15. On ne pose pas de garrot, on ne met pas d'alcool dessus. Il ne faut pas toucher les méduses, même si elles ne sont pas dans l'eau, si elles sont échouées sur la plage, elles restent urticariantes. Ça ne sert à rien de sucer sur la blessure, ça ne sert à rien de gratter la plaie et ça ne sert à rien de faire pipi sur votre enfant. Là non plus, ça ne marche pas. Le dernier petit point que je voulais évoquer avec vous, c'est les phytophotodermatoses. C'est une pathologie uniquement de l'été qui touche principalement les enfants. Donc vous le voyez en fait, c'est une éruption en fait qui arrive sur la peau des bébés lorsqu'il a été en contact avec un végétal et que arrive après une exposition solaire. Il faut forcément qu'il y ait les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire en deux temps le contact de la peau et vous allez voir qu'il y a plein de végétaux qui peuvent donner ça. Le citron, le panais, la carotte, le fenouil. Il y a un grand classique avec la sève de figuier. La grande berce qui vous donne la dermite des pieds, c'est la plante que j'ai mis là. En fait, on marche dedans, on marche dessus et en fait, on s'expose les jambes après au soleil et ça donne en fait des brûlures, des aspects de brûlure en fait au niveau de la peau. La bergamote est un grand classique parce qu'on en trouve beaucoup dans les parfums. Et donc, en fait, hormis l'alcool, qui lui aussi peut créer une brûlure lorsque le soleil vient frapper dessus, mais même quand on prend un parfum sans alcool avec de la bergamote, par ce système de phytophotodermatose, vous pouvez avoir des brûlures qui apparaissent. Les lésions apparaissent quelques heures à quelques jours après l'exposition solaire. C'est des bulles de rougeur, œdème. Ça gratte pas, contrairement à l'urticaire et uniquement sur les zones qui ont été en contact et avec le légume ou le végétal et puis après avec le soleil. Il faut laver évidemment bien la peau à l'eau froide pour éliminer en fait toute trace comment on appelle ça, de légumes. Et puis après, on peut mettre une crème hydratante, émolliente, plus des antidouleurs et surtout mettre de la crème solaire à ses enfants. La guérison est spontanée, mais il peut rester une hyperpigmentation pendant plusieurs mois. Moi, le plus grand classique, c'est le bébé à qui on fait une purée de panais et qui après va au soleil sans crème solaire et qui finit par avoir la brûlure autour de la bouche. Donc, vous aurez donc là il y en a beaucoup hein, qui peuvent être coupables de ça. Et voilà. Et moi, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous souhaite un excellent été. Et je suis là pour vos questions si besoin. Merci Claire pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. Et avant de finir, Claire, moi j'avais une petite question pour clôturer ce webinaire. C'était quel message clé souhaites-tu que chaque participant retienne à la fin de ce webinaire? Je pense que pour les petits, déjà, que ce soit pour la prévention contre les moustiques ou que ce soit contre la prévention de la chaleur, il faut retenir que c'est les mesures mécaniques qui sont les plus importantes. On pense toujours aux répulsifs, on pense aux crèmes solaires. Je ne vous ai pas donné d'ailleurs de nom de marque parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, en fait, un truc qui est bon, les plus machin. Donc, il faut vraiment penser le chapeau, bord large, les lunettes adaptées, les vêtements couvrants, amples, etc. Et plus l'enfant est petit, et plus c'est le cas. La deuxième chose, c'est l'hydratation.
Quand un enfant a soif, il boit, mais quand il est petit, il peut pas boire tout seul si on lui propose pas. Et quand ils sont pas tout petits, mais un peu plus grands, ils peuvent oublier de boire. Et donc, il faut vraiment beaucoup, 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 beaucoup leur proposer. Pensez à l'aération. Tout ce qui va être confiné va augmenter la température et chez les tout petits, ça peut être très dangereux. Et dans la baignade, un adulte qui surveille, un seul adulte qui surveille et qui fait que ça dès qu'il y a un point d'eau avec des enfants à côté. Déjà, ça, on est pas mal. Super. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Les webinaires s'arrêtent pour cet été, mais on se retrouve en septembre sur d'autres thématiques. Je vous remercie à toutes et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.